En pleine journée, il appelle un élève, il le fait rentrer dans l'infirmerie et il le force à le masturber. On le voit, parce que la porte elle est entrouverte, tout le monde le voit. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte qu'il était intouchable. C'était vraiment de la torture. Même moi aujourd'hui, je me suis toujours posé la question, comment j'ai fait pour résister à ça? Moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie dans les années 90, donc fratrie de 6 garçons, 3 filles, donc avec les parents d'origine malienne. Tu as plusieurs options en fait quand tu te retrouves au quartier, c'est soit tu es assidu dans les études, tu poursuis ton parcours, ça se passe bien, soit tu fais du décrochage scolaire, et là à ce moment-là il y a toutes les dérives qui vont, c'est vol, trafic et toutes les conneries qui vont avec, quoi. Tout ce qui était considéré comme trop grave, on essayait de s'en écarter. La cité du Val-Fouré, 66 nationalités, 35% de chômage, 47% d'échecs scolaires. La moitié de la population vit ici. Il y a pas mal de familles maliennes sur Mantes et ils se parlent énormément entre eux. Donc ça a commencé avec certains parents qui envoyaient leurs enfants là-bas de manière ferme, c'est-à-dire sur des très très longues durées. Et ils se parlaient entre eux. Donc voilà, moi j'ai envoyé mon fils dans telle école. Là-bas ils apprennent la religion, ils apprennent la culture. Et de fil en aiguille, tout le monde commence à envoyer son fils. Par exemple, sur les familles de Mantes, je connais 6 familles différentes qui ont envoyé leurs enfants dans le même système. La première fois que j'y ai mis les pieds, c'était en 2001. J'ai vraiment passé des vacances avec mon père. Donc à ce moment-là, je suis encore très jeune. À aucun moment, ça me traverse l'esprit que je vais un jour aller là-bas et passer autant de temps en fait. En été 2002, on part tous. Donc tous mes frères et sœurs, de l'aîné jusqu'au cadet, c'était vraiment tout le monde. À la base, c'était des vacances, mais les vacances se sont éternisées en séjour. Et le séjour, c'est devenu une installation. Même s'il y a le manque du pays, de se dire, voilà, les copains, on a envie de rentrer, ça nous manque de rentrer. Après, au final, on est obligé de s'adapter. Les jeunes maliens sont retournés en classe à Bamako et dans ses environs ce lundi. On allait en cours du lundi au vendredi, on partait le matin. Là-bas, c'est... Tu apprends, c'est bien, tu apprends pas, ça va mal. Ici, dans une école, le prof, il n'a pas de fouet. À Bamako, dans certaines écoles, le prof, il est avec son fouet et il est au taquet. Tu vas pas au coin, tu fais une connerie, tu vas vite comprendre que tu vas pas recommencer. Quand le prof, il a une courroie de moto pour te donner une leçon, c'est radical. Ils appelaient 4 personnes, ils te prenaient les pieds, les jambes, et lui te tapait pendant que tu étais suspendu, en gros, comme si tu te faisais écarteler. Et lui, il prenait sa courroie et te tapait, jusqu'à ce qu'il décide de s'arrêter, quoi. Je comprends pas, en fait, c'est instantané. Je suis à la maison aujourd'hui, le soir, demain, tu vas aller dans une nouvelle école. Pour moi, c'était, tu vas dans une nouvelle école, mais pas de souci, quoi. Tu fais tes cours et tu rentres. J'avais pas compris, en fait, que c'était le système d'internat. Donc je pleure toute la journée, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis isolé. Parce que j'ai pas encore vu ceux que je connais, parce qu'il y a des gars de Mantes avec qui j'ai grandi, avec qui je faisais déjà l'école arabe quand j'étais plus jeune. À chaque fois qu'un nouveau arrivait, tu viens d'où? Ah, moi je viens de là. Tu viens d'où? Moi du 93. Où dans le 93? À Saint-Denis. Toi tu viens d'où? Montfermeil. Toi tu viens d'où? Moi je viens de Stein. Tu viens d'où? Moi je viens de Vitry, etc. Donc ça venait de partout. C'était vraiment les Français d'origine malienne d'un côté, les locaux de l'autre. Et ils étaient tout le temps ensemble. Par exemple, nous on les appelait les blédards. Et eux, ils nous appelaient les Français, les Parisiens. Donc peu importe d'où tu viens de France, t'es un Parisien. Même si tu viens de Marseille. Ah, Parisien, Parisien. Et nous, on les appelait les blédards. Donc les blédards, ils étaient ensemble, les Parisiens ensemble. Et c'était plus simple. On comprend très bien ce qu'ils disent, mais on le parle très mal, voire on ne le parle pas. Donc, on reste avec ceux qui nous comprennent et ceux avec qui on partage des liens. Moi, étant donné que je ne voyais pas souvent mon père, j'étais toujours isolé, le directeur, il me voyait souvent pleurer, il me disait « Viens, reste avec moi, etc. » Et un jour, il y a un grand qui est venu me voir, parce que nous, ceux qui étaient plus âgés que nous, on les appelait les grands, etc. Il vient me voir, il me dit hey, « Fais attention. » J'ai dit « Comment ça ?» Il me dit « Arrête de rester avec le directeur. » Je dis « Pourquoi ?» Parce que il est gentil, il m'achète tout le temps des trucs,
Et il me donne tout le temps à manger et tout ça. Il m'a dit, reste pas avec le directeur tout seul. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, il fait des trucs chelous au gosse. Le procédé du directeur, c'était vraiment, il ciblait un élève, il le gardait souvent avec lui, et dès qu'il avait une occasion, il lui faisait quelque chose. À chaque fois qu'il me disait, viens, je t'achète quelque chose, je refusais. Et lui, il a remarqué que mon attitude, elle avait changé. Un jour, comme ça, il m'a posé la question. Il m'a dit, comment ça se fait que quand je te dis viens, je t'achète des trucs, ça, tu veux pas? J'ai dit, parce que j'ai pas envie. Et là, son attitude, elle a vraiment changé. Donc, c'était des débarquements soudains en classe. Il me disait, il travaille bien, lui. Avant même que le prof réponde, il m'en mettait une. S'il travaille pas, faut le taper. Chaque excuse était bonne pour venir me taper. Le pire, c'est qu'un jour, je devais me plaindre d'un truc, parce que je sais pas, j'avais eu une bagarre avec un mec, et je vais le voir pour m'en plaindre. Sauf qu'à ce moment-là, lui, dès que je tape à la porte, il m'entend pas. Et quand je rentre dans son espace, là, je le surprends. Je le surprends en train d'abuser de quelqu'un. Il le touchait de partout, etc. Il lui disait de lui toucher ses parties, et moi, j'étais là, j'étais choqué. Et quand il voit ça, il voit rouge. Et là, ça a été la cata. À partir de là, c'est la cata. À chaque fois qu'il y avait un problème, il me ciblait. À chaque fois que je faisais une erreur, il me ciblait. Il y a même une fois où, et là, c'était vraiment le truc, ce qui m'a le plus choqué, en pleine journée, il appelle un élève, il le fait rentrer dans l'infirmerie, et il le force à le masturber. On le voit, parce que la porte, elle est entrouverte, tout le monde le voit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il était intouchable. À chaque fois que je pense avoir du répit, il redébarque. À force de se faire taper, ça devient une routine. C'est-à-dire que ça me choque plus, en fait. Ça m'agace, ça m'énerve. Mais je peux rien faire. Et puis surtout, il a un ascendant psychologique. C'est-à-dire que même les jours où mon père venait, il avait cette façon, en fait, de te mettre la pression, t'arrivais même pas à parler. Et puis il était imposant, il faisait plus d'1m90, il était un peu obèse. Tu peux absolument rien faire face à un mec comme ça. Surtout quand t'as 11 ans. Il essayait toujours de la jouer différemment. Deux fois, il a joué gentil. Ouais, regarde, ton père, il est pas là, il t'appelle jamais. Moi, c'est moi ton nouveau père. Il insistait pour que tout le monde l'appelait père. T'imagines? Tu l'appelais pas père, il t'éclatait la gueule. Mais à force, en fait, de s'en prendre à moi, j'ai fini par me construire une carapace. Il avait beau être dur avec moi, essayer de m'humilier, ça ne m'atteignait plus. Et au fur et à mesure que ça avançait, les choses allaient changer, parce que j'allais absolument pas continuer à me laisser faire. Il prévient pas mes parents. Ça veut dire que moi, je suis dans l'école pendant plusieurs jours. Je peux pas manger. Je vomis de la bile. Je perds du poids comme c'est pas possible. Et c'est par hasard, hein, la grande sœur de ma mère qui venait me rendre visite ce jour-là, avec une tante, elle demande à me voir. Et le directeur, il dit, ouais, Youssouf, non, il est pas là, il est je ne sais où. C'est un pote à moi qui a vu ma tante, il a dit, si, il est là. Et heureusement qu'il l'a pas vu, hein, parce que je sais même pas ce qu'il lui aurait fait. Et elle a dit, si, il est là. Du coup, elle est rentrée dans l'école. Vous ne pouvez pas la retenir. Elle est rentrée dans l'école, elle m'a cherché, elle dit, Youssouf, il est dans quelle chambre? Et dès qu'elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a vu, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée parce qu'elle m'a vu la peau sur les os, complètement malade, impossible de réagir. Et là, ça a été le déclic, le premier déclic. Elle a appelé mes parents, elle leur a tout expliqué, elle a dit, si vous ne le ramenez pas tout de suite, il va mourir. Et c'était vraiment le cas. J'étais à 2 doigts de mourir dans l'école à cause de cette maladie. Parce que je n'avais pas les bons traitements, lui, il négligeait mon état. Et surtout, il ne prévenait pas mes parents. Parce qu'il savait que c'était l'élément qui allait être déclencheur. Et à ce moment-là, je suis rapatrié en urgence. Donc je rentre en France, je passe 2 semaines à l'hôpital. On me donne des traitements très durs. Voilà, je reprends des forces au fur et à mesure. Pour moi, ça y est, le calvaire, il est fini. Donc on me réinscrit à l'école. J'avais raté la 6e et la moitié de la 5e, parce que j'avais fait quasiment 1 an et demi. Donc je rentre en 5e, je fais mes cours, ça se passe bien. Je finis l'année scolaire et je fais la 4e. À peine commencé la 4e, je repars. Premier jour où j'arrive dans l'école. Le premier jour où j'arrive dans l'école, je prends un bidet pour aller mettre de l'eau. Et je récupère l'eau dans une grande jarre. Je récupère l'eau dans la grande jarre, je mets l'eau dans mon bidet. Le directeur me voit. Et quand je passe, comme là, le bidet il est un peu rempli, il y a un peu d'eau qui se renverse.
il m'a massacré. Ah, tu joues avec l'eau, etc. En fait, il attendait juste ça. Il m'attendait au tournant. Et il me l'a dit, hein, clairement. Ah, regarde, t'es revenu. Tes parents, ils t'ont ramené. Et à ce moment-là, je ne sais même pas quoi lui dire. Je me dis, bah, ouais, il a raison, je suis là. Et c'est reparti. Il fallait que je parte. Donc, vu que mes parents, j'arrivais pas à les avoir et que j'arrivais pas à trouver d'échappatoire à ce niveau-là, j'ai pris la décision de moi-même. Je connaissais le chemin pour aller chez mon oncle, je suis parti de moi-même. Mon oncle, il me dit, tu repars plus dans l'école. Et ma mère dit, ah, pourquoi il est parti de l'école, etc. Et lui, il leur a expliqué, sans rentrer dans trop de détails, voilà, le directeur, il fait beaucoup de choses pas bien, il frappe tout le temps, etc. Il s'est sauvé de l'école, il reste à la maison. Ma mère, elle était catégorique, elle a dit, il repart pas. Elle repart dans l'école pour lui demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Elle essaie de comprendre pourquoi j'étais parti de l'école. Et il essayait de détourner, en fait, de dire oui, non, c'est parce qu'il veut pas travailler, etc. J'ai dit à ma mère, j'ai appris tout ça. Je pouvais pas manger, parce que tout ce que je lui disais, c'était fluide. Et elle a vite compris, c'est ma mère, elle a vite compris que je disais la vérité. Et à ce moment-là, voilà, quoi, ça a fait un scandale. Elle a commencé à appeler mon père, à lui expliquer tout ce qui se passait dans l'école, mais sans avoir à rentrer dans les détails de ce qu'il faisait aux autres élèves. Ça, j'ai jamais abordé le sujet. Donc je sors de l'école, et ensuite on rentre ensemble. Mais quand on rentre ensemble, voilà, il y a les sévices, il y a tous les stigmates qui reviennent, et mon attitude, elle change quand je reviens ici. Je veux plus apprendre, je fais plein de conneries. Donc c'était vol à l'arraché, raquette, cambriolage, je faisais toutes les conneries possibles et imaginables. Et sans but en fait. Je sais pas ce que je recherchais dans ça, parce qu'il n'y avait pas de réel intérêt à mon âge. Je sais que je faisais pas ça pour rien. Il y avait forcément une raison, parce que le moment où j'ai un déclic, je me dis il faut que j'avance. Et à ce moment-là, je passe à autre chose. Et ce qui faisait que mon attitude changeait, c'est que les reproches de mes parents, c'était on t'a envoyé au bled, t'as fait plusieurs allers-retours, t'es revenu, tu veux rien faire, t'écoutes pas, tu fais encore plus de conneries. Et plus j'entendais des reproches, plus ça me rongeait en fait. Parce que je me dis, mais si seulement ils savaient, ils oseraient pas me dire ça. Si seulement ils savaient en fait, j'ai vécu des trucs de fou. Jusqu'au jour où, ça y est, ça sort. Je dis, mais attendez, vous me reprochez d'être parti pendant des années, de ne rien avoir étudié. T'es conscient que j'avais ça? Quand j'avais ça, vous étiez où? Quand il me faisait ça, t'étais où? Et quand j'ai commencé à parler, ils parlaient plus. Je les ai scotchés. En fait, dans ce que je leur ai dit, j'ai ressenti en fait qu'ils étaient vraiment conscients qu'ils avaient loupé quelque chose. Parce que quand je leur ai vraiment donné les détails de ce qui se passait là-bas, entre ce moment-là et aujourd'hui, j'ai plus jamais entendu une seule fois un reproche concernant cette période-là, même après avoir fait des conneries même plus grandes, après, sans rentrer dans les détails. Mais même après ça, j'ai pas eu de retour dessus. Parce que j'ai vraiment mis les points sur les i. C'était vraiment de la torture. Et à ce moment-là, à l'âge que j'avais, même moi aujourd'hui, je me suis toujours posé la question, comment j'ai fait pour résister à ça? Très peu en ont ou osent en parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus, ils sont transformés. Ils ne sont plus du tout les mêmes. Ils sont soit réfugiés dans l'alcool, soit dans la drogue, soit même pire. Ça laisse supposer qu'il y a des choses qui se sont passées ou qu'ils ont pu voir, qui ont influencé leur comportement d'aujourd'hui. Donc il y a eu des séquelles énormes pour certains, il y en a qui ne se sont pas remis. Ça représente quoi ce passage de ta vie aujourd'hui? Au risque de te surprendre, j'en tire le meilleur. J'ai appris beaucoup de choses, ça a forgé mon mental. Aujourd'hui, comme je te dis, il y a très peu de choses qui peuvent m'atteindre. Ça m'a permis d'aller toujours au bout de mes objectifs. Et quand je te dis ça, c'est que vraiment, peu importe les épreuves que j'ai pu traverser, problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes avec la justice, il n'y a rien qui m'atteint. Rien. C'est que je me relève tout le temps. À chaque fois qu'il y a un truc qui vient, je me dis, mais avec ce que j'ai vécu à 11 ans, c'est de la merde ça. Et du coup, je poursuis. Et puis surtout, j'ai appris énormément de choses sur la religion, parce que moi, je suis quelqu'un de pieux, je pratique, je lis, j'écris, etc. Donc, ce côté-là, c'est la plus grande richesse en fait que j'en tire. Traverser cette épreuve-là, ça m'a permis d'en endurer d'autres. Et je pense que si je n'avais pas vécu ça dans ma vie, même je ne prends pas ça pour quelque chose de positif non plus, hein, mais je pense que ça m'aurait fait prendre certaines dérives, pires que celles que j'ai pu prendre.